Bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter un petit peu de la machine Presic de la Strian. Cette machine dispose d'un automate pour gérer la possibilité de prendre un savon et de le former suivant un certain grammage. Donc c'est une machine avec de l'hydraulique, du pneumatique, un automate et l'utilisation d'un logiciel comme SawMachine basique et du pneumatique classique. Donc, au niveau des schémas électriques, je vais vous faire une description complète. C'était l'objet de cette petite vidéo. Alors, nous sommes ici en présence de l'alimentation générale. Hein. Donc, quand vous tournez le sectionneur Q1, sectionneur interrupteur Q1, l'énergie permet d'alimenter le convertisseur 24 volts continu. D'accord. À ce moment-là, la lampe présence sous tension est allumée. Et c'est ce qu'on voit ici. Et nous avons l'envoi sur deux parties, donc les 24 volts continus entrée, donc ça va vers les entrées de l'automate, et 24 volts continus, mais vers les sorties d'automate. Donc si on va aller chercher les entrées, les voici l'automate. Donc cet automate, donc on a l'unité centrale avec des entrées et des sorties, et on a deux modules d'entrée et deux modules de sortie. L'alimentation du 24 volts entrée, le plus-moins se trouve à cet endroit ici, et nous avons la possibilité d'aller discuter avec l'automate grâce à la liaison Modbus. Si nous poursuivons l'alimentation en 24 volts des entrées, nous les voyons ici, 24 volts des entrées, puis nous continuons, et voici les 24 volts d'entrée. Donc nous avons le 24 qui rentre à cet endroit ici, de manière à ce qu'on puisse ça puisse être détecté à travers différents éléments, euh, les entrées. Donc on retrouve ici une petite lampe classique SH11, d'accord, qui est une lampe de sécurité. Et puis nous avons l'alimentation de tous les capteurs qui se présentent ici. Donc on a deux capteurs sur les vérins d'amener S20 et S21 qui sont les capteurs de présence. Et nous avons la même chose pour le capteur vérin presse et la même chose pour le capteur de vérin évacuation. Et en plus de ça, nous avons deux vérins supplémentaires qui nous permettent d'aiguiller nos savons en cas de souci. Et pour continuer, nous avons aussi un détecteur comme quoi il y a effectivement présence d'un morceau de savon à l'entrée. Et puis le fait aussi que parfois le savon, si on fait le mauvais mélange, il colle sur la presse. Et à ce moment-là, nous avons un capteur optique qui nous permet de le voir. Donc nous allons revenir progressivement à l'alimentation. D'accord. La première étape, ça serait de regarder un petit peu comment fonctionne le convoyeur. Alors le convoyeur, c'est un moteur asynchrone triphasé de petite puissance, hein, qui est protégé par un disjoncteur magnétothermique Q5, comme on voit ici, et qui est contrôlé par le contacteur KM2. On retrouve en amont KM1 et KMAS qui, on le verra, sont les contacteurs qui permettent de s'assurer que tout est sous contrôle au niveau de sécurité avant de pouvoir démarrer. Donc le contrôle, ça sera est-ce que les carters sont fermés et est-ce que les contacteurs sont donc bien en position repos et non, par exemple, soudés ou autre chose. Bien. Alors, la chose la plus complexe qu'on va avoir à lire, ça va être le relais de sécurité. Donc, le relais de sécurité se retrouve à la page qui est ici. Le voici. Alors, c'est un relais de sécurité qui nous sert surtout à vérifier avant la mise sous tension que tout est bien en état. Donc, la mise sous tension se fera par le A1 et A2 qui est ici. C'est classique. Hein, les bornes A1 et A2 sont les bornes classiques d'alimentation des éléments, hein, comme dans les bobines. Et déjà, nous apercevons que nous arrivons avec notre 24 continu. Nous passons par
l'arrêt d'urgence S6. Et bon, remarquons que pareil pour le 0 volt, nous avons aussi l'arrêt d'urgence. Donc là, on a affaire à une redondance. Un seul bouton poussoir, bouton coup de poing, mais deux contacts à l'arrière. Et celles-ci sont ensuite amenées et en série avec plusieurs capteurs de vérification que les capteurs soient bien en place. D'accord? Donc, on a deux qui sont présents. Donc, on va sur la ligne du plus en mettre un et sur la ligne du moins en mettre un. Ça fait qu'en fait, on a bien une redondance aussi sur les capteurs. Et si on suit un petit peu le schéma, effectivement, en passant par les différents éléments, on va bien sur l'alimentation en A1, A2. Donc si le module n'est pas alimenté, c'est que soit l'arrêt d'urgence a été percuté, ou soit il y a un capot qui est ouvert. À ce niveau-là, le module de sécurité est alimenté. Cependant, il n'est pas encore actif. Pour l'activer, il faut fermer la boucle de sécurité constituée par Y1, Y2. Donc là aussi, en Y1, Y2, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque cette boucle se fermera, il n'y a plus besoin de rester appuyé sur le bouton, hein, ça doit se fermer et c'est tout, hein, quelques temps, mais pas beaucoup plus. Bien, alors à ce moment-là, si on observe, on passe par un bouton poussoir qui est le protecteur. Deux contacts KM1 et KMAS qui sont présents ici. Et puisqu'on a l'option hydro, la vérification que le contacteur KM3 n'est pas soudé. Et enfin, on vérifie aussi qu'on a l'air au niveau de la sécurité. Quand tout ça semble être en place, lorsqu'on va appuyer sur le bouton protecteur, on va avoir la boucle Y1 Y2 qui se ferme et à ce moment-là, le module de sécurité va s'activer. Si on regarde en façade, nous devrions voir un module avec les deux lampes allumées, hein. La première lampe, c'est l'alimentation. La deuxième lampe, c'est pour dire que le relais sécurité autorise son fonctionnement du système. Alors, si nous observons un petit peu les contacts qu'on a, on a un 13-14 ici et un 23-24 ici. Ça veut dire que lorsque le module de sécurité est actif, 13 et 14 sont connectés, 23-24 aussi, tout comme 33-34 et 41-42. Ici, nous avons affaire à trois contacts, donc 13-14, 23-24, 33-34 normalement ouverts et un contact normalement fermé. Deux servent à activer les contacteurs KM1 et KMAS qu'on a vus précédemment et deux autres qui vont donner des informations à l'automate pour lui dire que le module de sécurité est bien en place. Bien. La mise en service, si on observe un petit peu, nous sommes sur le folio 3, ici. Et là, vous avez un arrêt plus un marche plus l'automaintien. Donc ici, puisque nous avons fait aussi une redondance sur les contacteurs KM1, KMAS, l'automaintien aura bien KM1, KMAS en série aussi. Et vous avez le bouton marche. Donc lorsque vous appuyez sur le bouton marche, le 24 volts arrive ici et va jusqu'à folio 3, colonne 16. Et folio 3, colonne 16, nous sommes bien dans le folio 3 et on est bien dans la colonne 16, donc on arrive ici. D'accord? Donc à ce moment-là, vous avez l'arrêt, la marche qui permet d'alimenter les deux bobines KM1, KMAS. D'accord? Les bobines s'activent, les contacts associés se ferment. Donc celui-ci et celui-ci se ferment. Vous relâchez le bouton de marche, à ce moment-là, vous avez l'automaintien. Alors, puisque les bobines KM1 et KMS sont actives, nous avons alors ces deux contacts-là qui sont fermés, hein, KM1 et KMS, et nous permettons l'utilisation du tapis dès l'instant que le KM2 sera activé. Donc voilà, ça c'est le rôle principal du rouleau de sécurité et de la mise en marche. Alors, dès l'instant où effectivement les bobines KM1 et KMS sont alimentées, on a aussi le voyant en service qui va s'activer. Voilà. Alors, au niveau du convoyeur, maintenant, si on regarde un petit peu le convoyeur, le voici le convoyeur. Il est présent. Excusez-moi de le chercher. Alors, il était présent dès le départ. Le convoyeur, on voit qu'il est protégé par un disjoncteur magnétothermique dont le calibre est réglable entre 0,63 ampères et 1 ampère. Et puis vous avez le contacteur KM2. Alors, qui active le contacteur KM2? Alors, à ce moment-là, il va falloir regarder les entrées-sorties, notamment les entrées et essayer de trouver le bouton qui permet de démarrer le,
le moteur. Alors, nous cherchons. Ici, vous avez toutes les entrées classiques. Là, on a un départ cycle, arrêt cycle. Ici, on a sortie vérin, amener, éjection. Et nous avons l'aiguillage ici. Donc, c'est pas à cet endroit-là. On va continuer. On a l'aiguillage, on a marque convoyeur. Donc, lorsqu'on va appuyer sur SH2, l'entrée I2.1, ce qui signifie que d'après le système I2, c'est celui-ci. Donc, d'accord. Donc, vous avez I0, I1, I2. I2, c'est le deuxième module, puisque c'est une module d'entrée. Et vous allez avoir donc le module numéro 1, donc I2.1, marche du convoyeur qui va fonctionner. D'accord? Alors, puisque ce voyant s'appelle, enfin ce bouton poussoir s'appelle SH2, on utilise le terme SH comme étant un bouton qui est avec un voyant lumineux, d'où le H. Le H est souvent la lettre qu'on utilise pour les lampes, et à ce moment-là, ben, on a effectivement ce, ce bouton poussoir qui a une lampe. D'accord? Donc maintenant, il faudrait pouvoir trouver la bobine KM2. Donc ça va dans les sorties. Donc on va continuer à quatre sorties. Est-ce qu'on voit une bobine KM2? Non. Par contre, on la retrouve ici à droite. Donc, d'après le programme, lorsque quelqu'un appuie sur le bouton SH2, qui est la marche du convoyeur, la sortie Q44, alors bien sûr, on est toujours sur le Q44, donc c'est le A5. Le A5, si on regarde au départ, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Le voici, le module A5, on le retrouve là. Et donc, on sait exactement où se trouve la sortie, qui permet de vérifier que le programme est bien activé, que cela fonctionne bien. Donc, si j'appuie sur le bouton, que je vois pas l'entrée s'activer, c'est que j'ai un souci d'alimentation vers le bouton. Et si je vois que la sortie s'active, mais que la bobine n'est pas activée, il y a sûrement un problème d'alimentation également. Alors, si on revient sur la bobine, donc ici, on a Q5. Q5, c'est le disjoncteur qui protège le moteur. Donc, on lui a mis un bloc auxiliaire sur le côté du disjoncteur de manière à pouvoir connaître sa position et ainsi s'en servir pour dire de pouvoir activer la bobine du convoyeur, du contacteur qui gère le convoyeur, afin d'avoir euh, s'assurer que le disjoncteur il soit bien présent, qu'il n'ait pas été déclenché. D'accord? Alors, remarquons que sur le côté, nous avons le espèce de petite croix avec NF et NO. NF normalement fermé, NO normalement ouvert. En fait, ça vous indique exactement l'endroit où se trouvent tous les contacts associés à KM2. Par exemple, là, il y a le 338. Donc, si je clique dessus, le 338, il est ici. Voici le contact associé. Donc, on fait ça, c'est quand lorsqu'on a beaucoup de pages, de folios, et qu'on désire facilement se repérer sur les contacteurs. D'accord? Alors, on retrouve ici pour KM1 et KMS la même chose. Vous voyez? Et donc là, si je veux voir un contact normalement ouvert de KM1, je clique ici et je vais en avoir un ici. Donc voilà, ça nous permet de nous repérer facilement. Si nous continuons la lecture, vous avez dans les schémas électriques l'utilisation de la pompe hydraulique. En effet, la pompe hydraulique, ça va nous servir à presser, d'accord? Bon, l'intérêt de l'hydraulique, c'est que les vérins sont bien plus petits que les vérins pneumatiques, et ce qui permet de gagner de la place. Cependant, il est nécessaire d'avoir une centrale hydraulique. Donc la centrale hydraulique, c'est ni plus ni moins une pompe avec qui pompe dans une cuve qui est fermée, d'accord. Et l'idée, c'est de pouvoir aspirer cette huile et puis la transmettre vers le vérin au bon endroit. Donc il y a bien forcément un distributeur qui va faire office et qui va orienter le flux euh, hydraulique. Alors là, de la même manière, on retrouve un moteur pompe ici triphasé couplé en étoile, d'accord. Alors on retrouve ici un repère qui est assez compréhensif, c'est en fait un connecteur. Donc voilà.
C'est souvent des connecteurs Hamming. Et puis, vous avez le contacteur qui contrôle la pompe, d'accord? Et le disjoncteur qui protège la pompe. Mm. Voilà. Donc, si on cherche le contacteur KM3, eh bien, nous allons voir en cliquant dessus si on trouve la bobine de KM3. Donc, KM3 est branché ici, contacteur moteur-pompe. Encore une fois, comme tout à l'heure, on a un contact Q6 qui représente la position du disjoncteur. Donc, si le disjoncteur est fermé, ce contact sera fermé. Et nous allons sur X1,70. Alors, X1, c'est un bornier. Et là, nous avons la borne 70. Alors, au niveau des bornes, il est assez facile de s'y repérer parce que normalement, à la fin, vous avez un carnet de câbles. Et sur le carnet de câbles, vous avez non seulement la taille des câbles, mais aussi où vont les bornes. Donc la borne 70, elle est présente ici. Elle va en 8,27. Et 8,27, alors 27 c'est ici. Voilà, la borne 70, elle se trouve ici. D'accord? Et elle va à la sortie Q4,0. Ça veut dire que la sortie Q4,0, d'accord? Donc on a bien compris le principe. Q c'est une sortie, 4 c'est le module 4 et 0 c'est la sortie numéro 0. Est contrôlé par l'automate, par le programme de l'automate. Donc lorsque l'automate Q4 active la sortie, ça arrive sur le 70, d'accord? Et nous pouvons retrouver assez facilement là, là ici le 70 pour pouvoir voir qu'effectivement ça contrôle KM3. Vous avez aussi un contact normalement fermé KM3 qui permet d'aller vérifier que tout est OK au niveau de l'automate, que la bobine elle s'est bien activée. Ça permet de contrôler le fonctionnement. D'accord? Alors vous avez d'autres bobines, K1 et KA2. Alors K1 et KA2, ce sont deux relais, hein, puisque KM c'est des contacteurs, c'est fait pour couper du courant fort. Et K1, ce sont des relais, c'est plutôt fait pour être dans la partie commande. Ces deux éléments sont encore une fois gérés par l'automate, et si on fait la même recherche que tout à l'heure, 64 et 65, nous trouverions les sorties qui pilotent K1 et KA2. Alors c'est un graph 7 hein, qui est programmé, et donc en lisant le graph 7, on va pouvoir regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc si quelqu'un active K1, la sortie Vera, eh bien elle activera Y2, donc on peut voir ici, Y12 pardon, qui est l'électrovanne électrique qui permet d'amener le flux d'air cette fois-ci, puisque c'est pneumatique, amener le flux d'air pour que le vérin sorte. Donc le flux d'air arrivera par l'arrière du vérin pour qu'il puisse pousser le vérin. Alors bien entendu, il y aura des contacts, notamment des petits capteurs inductifs qui sont placés dessus de manière à connaître la position du vérin. S'assurer que tout est OK, qu'il est pas dans une situation intermédiaire. Et nous retrouvons encore une fois les petits repères ici, hein, normalement fermé, normalement ouvert de K1, de KA2 et de KM3. Donc là, on voit par exemple, il y a deux contacts KM3 et il y a aussi deux contacts, enfin un contact de chaque relais, d'accord, pour le folio 9. Donc ça va nous amener directement à cet endroit-là. Alors pourquoi a-t-on c'est une sortie qui gère K1 et KA2. En fait, vous donnez l'autorisation de faire fonctionner en mode manuel le système, parce qu'en fait, la presse peut être en mode automatique, c'est-à-dire que vos morceaux de savon qui font comme un bloc arrivent, sont détectés. Une fois qu'ils sont en place, il y a un vérin qui les amène sous la presse descend, et il y a un vérin qui permet de l'éjecter pour aller à la machine suivante. D'accord? Donc vous avez la possibilité de le faire en mode automatique. Donc là, c'est géré par l'automate et notamment un graph 7. Ou en mode manuel. Donc ça veut dire qu'il y a des boutons sur lesquels vous appuyez et c'est eux qui activent les bobines de K1 et K2. Donc ici, vous avez la sortie, sortie 64 et 65 qui est du bornier X1. Et donc si on cherche 64 et 65, du bornier X1, 64 et 65, vous les retrouvez ici, et si on va les chercher,
vous retrouverez à cet endroit les sorties des électrovannes. Donc ici, hein, vous les retrouverez facilement. Alors il faut chercher un petit peu, les voici. Hein. Donc voilà. Donc vous avez les sorties qui sont présentes ici, qui puissent faire fonctionner l'ensemble. Bien. Toujours au niveau du fonctionnement. On remarque aussi ici la possibilité de choisir le mode, parce qu'en fait, vous avez un commutateur 3 positions qui permet de savoir si vous voulez gérer l'amener, gérer la presse ou gérer la sortie, hein, donc l'éjection. Et vous avez aussi le mode manuel et tout automatique qui est géré ici. D'accord? Donc là, il faut se pencher sur l'automate pour pouvoir, et notamment son programme, donc pour pouvoir regarder un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Au niveau, peut-être en profiter pour vous parler un petit peu des différents disjoncteurs et puis des différents éléments qu'on peut rencontrer dans ce schéma. Ici, nous avons affaire à une croix plus un trait, donc on a un sectionneur, c'est le petit trait, et on a un disjoncteur magnétothermique. Donc le magnétique, c'est ça, et le thermique, c'est ça. L'idée, c'est de protéger la ligne plus l'alimentation contre les surcharges. Donc ça, c'est le rôle du déclencheur thermique. Et contre les courts-circuits, ça, c'est le rôle du déclencheur magnétique. Alors pour les gros disjoncteurs, on parle plus pour les courts-circuits de court retard et pour les surcharges long retard. D'accord? Et on a pour les très gros aussi la possibilité d'être en instantané, c'est-à-dire de couper le plus vite possible. Donc voilà. On remarquera aussi qu'il est intéressant pour nous d'observer que les lampes puissent être allumées, notamment pour la recherche de panne. Ça nous permet de faire des hypothèses plus précises et ne pas forcément dire que l'alimentation est hors service, sachant que la lampe elle est allumée. Donc voilà. Nous avons aussi, au niveau des différents schémas, des automates qui sont compatibles avec Ethernet et Modbus. Alors, le Modbus, c'est un bus qui est assez utilisé notamment pour Schneider, car il a une particularité, c'est qu'il a une structure maître-esclave. Ça veut dire que si vous avez plusieurs appareils qui sont connectés ensemble par l'intermédiaire de ce bus, il y aura un maître, d'accord, et puis il y aura des esclaves. L'idée, et pourquoi on appelle ça maître-esclave? Parce qu'en fait, le maître dirige tout. C'est-à-dire que il donne l'autorisation quand il interroge par exemple un esclave, il lui donne l'autorisation de parler. Mais sinon, même s'il détecte quelque chose, l'esclave, il ne pourra pas parler sans l'autorisation du maître. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça maître-esclave. Ça évite les collisions. Donc c'est-à-dire que le maître et l'esclave parleraient en même temps sur le même bus, sur les mêmes deux fils, et à ce moment-là, on aurait une collision et du coup, puisqu'on écoute ce qu'on envoie pour vérifier que l'envoi est correct, eh bien, on aurait des niveaux complètement différents et à ce moment-là, on arrêterait la, euh, la transmission. D'accord? Donc c'est assez robuste. Puis on a une RJ45 pour l'Ethernet pour pouvoir communiquer avec l'adressage IP. Donc l'automate a une adresse 172.26.03. Donc 172, c'est une adresse de classe B. C'est-à-dire que 172.26, c'est l'adresse du réseau. Donc 172.26.00, ça sera l'adresse du réseau. Et 03, c'est l'adresse de l'automate dans ce réseau. D'accord? Donc si on veut connecter un PC sur ce RJ45, hein, donc sur l'automate, il est impératif de rester dans le même réseau. Donc il faudra garder 172.26 et mettre autre chose que 04 ou 00 ou 255, ce sont des adresses qu'on ne peut pas utiliser. Alors 00 parce que c'est l'adresse du réseau, 255 parce que ça va être le broadcast, ça veut dire diffusion générale. J'envoie à tous les PC qui sont connectés dans ce réseau le message, et puis 03 parce que c'est déjà utilisé. Donc on pourra prendre 04 au niveau du PC. D'accord? Voilà.
Et à ce moment-là, il sera détecté et tout fonctionnera correctement. Bien. Alors, je passe en revue le reste des éléments, hein, pour vous montrer si je vois des choses qui vous permettraient de mieux comprendre. D'accord? Donc voilà. Alors, peut-être parler des alimentations. Vous avez vu qu'on a distingué les entrées des sorties au niveau de l'alimentation. On le retrouve ici. Donc les entrées, alimentation entrée, automate et alimentation sortie. Parce que parfois les sorties, elles exigent d'avoir un peu d'énergie, notamment pour l'utilisation des contacteurs. Et c'est bien qu'on puisse avoir accès quand même à l'alimentation des entrées sans perturber l'alimentation des sorties. Donc c'est pour ça qu'on les a séparés électriquement. Hein, ils viennent bien sûr du même endroit, mais ils ont été protégés par deux disjoncteurs, hein, qui ont une particularité, ce sont des disjoncteurs à courant continu, donc 2C, 2 ampères. Alors ce sont même des interrupteurs, enfin des disjoncteurs sectionneurs, qu'on a le petit trait. Donc si on va vers les sorties automates, d'accord, les voici. On arrive sur l'alimentation V+, V-, donc là on alimente bien. Et il faut s'imaginer que les sorties ici sont connectées avec le V+, par l'intermédiaire d'un contact que gère l'automate. Donc l'automate, quand elle veut que Q30 passe, soit actif, d'accord, eh bien, elle va fermer un contact permettant l'alimentation de V+ vers Q3.0. Ce qui fait que, en fait, vous allez retrouver sur Q30, quand elle va être activée, la tension d'alimentation d'entrée enfin des sorties des automates. Donc voilà. Euh, on retrouve aussi des électrovannes qui sont gérées électriquement, hein. Euh, Qu'est-ce que peut encore rajouter? Là, on a la gestion de toutes les lumières, d'accord? On rappelle que SH4, ça veut dire que c'est un voyant qui est intégré à un bouton, d'accord? Donc, vous le retrouvez ici. Et vous avez toutes les sorties et tous les liens qui peuvent y avoir avec les borniers, d'accord? Alors, pourquoi on utilise des borniers? C'est surtout pour pouvoir démonter toute la partie électrique sans être obligé de démonter un câble à gauche et à droite. C'est-à-dire que tout est rassemblé et quand on veut tout reconnecter, il suffit de suivre le carnet de câbles qui est présent ici. Vous savez ce qu'il faut y mettre et du coup, c'est beaucoup plus facile à reconnecter, hein. Donc ça, ça a toujours été fait comme ça par les électriciens. C'est plus simple. Au niveau sécurité, là, je vois qu'on a un dépôt moteur pompe, là, toujours sur Q6, hein. Donc c'est ce fameux contact qui se trouve sur le côté du disjoncteur et qui va sur le 3941. Donc si on regarde 3941 de X1, 3941 de X1, on peut suivre, hein, ici, d'où ça vient. Donc 3941, voici 41 et voici 39. Donc le 39 arrive au 24, on va alimenter ce contact et puis après on va revenir et on va le mettre dans une entrée. Et on aura effectivement un dépôt de pompe hydraulique de 7 qui sera activé. Alors, remarquez qu'on a laissé quelques entrées, pardon, libres, mais c'est pour qu'on puisse faire évoluer les choses. Donc, par exemple, quelque chose qui pourrait nous être évolué, c'est de mettre des verrines, donc des lumières en haut, et de dire que dès qu'il y a un défaut, ben, il y a un voyant rouge qui s'allume. Donc là, on peut le faire par programmation et, et puis pouvoir récupérer aussi des sorties. Je pense qu'il y a des sorties libres aussi, hein, donc U3.7. Là, il y en a 8. Et est-ce qu'on a encore le Q5? Oui, regardez. On en a une non attribuée, puis il y en a encore d'autres parce que c'est deux modules normalement qui ont beaucoup plus de sorties que ce qui est représenté. Bien. Écoutez, on va s'arrêter là. Déjà, c'est pas mal. D'accord? Ça vous aidera à comprendre un petit peu le schéma, pour pouvoir faire vos travaux pratiques.